Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup pour venir à ces rencontres de la Bibliothèque Gulbenkian, de la délégation en France de la Fondation Gulbenkian, dans un mois spécial très spécial de notre programmation sur la révolution du 25 d'avril 1974. Que nous avons l'opportunité ici d'organiser quelques amendements et aussi d'être partenaires d'importantes conférences, activités, concerts qui commencent demain avec le Sciences Po, en journée sur l'internationalisation le 25 avril. Et la revue Esprit organise aussi dans la semaine. Nous avons la séance de vocation de Mario Soares qui sera ici. Des grands spectacles de rue aussi au Châtelet avec le théâtre de la ville. Il sera en mois de célébration, mais surtout pour la Fondation, l'entrée, c'est pas une vision du passé, mais surtout de la projection vers le futur. Et je vous passe maintenant Madame Xenakos, qui est la responsable d'organisation de tous ces amendements. Bon, presque tous. Je crois que le spectacle, ne c'est pas vous, mais je vous remercie à tous. Mais spécialement, ça, je ne veux pas oublier, à notre aujourd'hui la possibilité de la présentation de l'œuvre du professeur Vitor Pereira. C'est le peuple qui commande. C'est un très joli titre, une très jolie image, et avoir aussi l'opportunité d'écouter le professeur Yves Léonard pour nous parler sur l'œuvre. Je vous remercie à deux collaborateurs et amis de notre fondation. Je vous remercie à tous, spécialement pour venir. Madame. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces mots de bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous d'être venus à cette nouvelle rencontre de la Bibliothèque Gulbenkian de la Fondation Calouste Gulbenkian Délégation en France. Hors ces murs, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, que nous remercions pour son généreux accueil. Ce soir, nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir Vitor Pereira pour la présentation de son dernier livre « C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets, 1974-1976 », publié aux éditions du Détour, que nous saluons chaleureusement. Pour accompagner Vitor Pereira, le professeur Yves Léonard, qui a eu l'amabilité d'accepter cette invitation, un grand merci à tous les deux. Cette rencontre fait partie d'un cycle de conférences dédié au cinquantenaire de la Révolution du 25 avril 1974. La bibliothèque Gulbenkian organise une série de conférences autour de cette date qui a été le moteur de transition démocratique du Portugal. Mais avant de laisser la parole à nos deux invités, suit une petite présentation. Alors, le Vitor Pereira, docteur en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, est actuellement chercheur à l'Instituto de História Contemporânea de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Il dirige les éditions de l'Imprensa de História Contemporânea. Alors, oui. Et donc, elle est membre de plusieurs comités de rédaction de revues comme l'Usotopie, Histoire politique, Analyse sociale. Ses recherches portent sur l'immigration portugaise et sur l'histoire du XXe siècle portugais. Il a notamment publié La dictature de Salazar face à l'immigration, l'État portugais et ses migrants en France, 1957-1974. Donc, il a aussi récemment co-dirigé avec Christophe Roux et Marie-Hélène Sá-Vilas-Boas l'ouvrage Le Portugal depuis la Révolution des œillets, dynamique politique et sociale, qui a été présenté ici il y a un an. Vous étiez à distance, d'ailleurs. Pour accompagner Vitor Pereira, le professeur Yves Léonard, docteur en histoire, habilité à diriger des recherches, il enseigne à Sciences Po, dont il est membre du Centre d'Histoire. Il a publié récemment Sous les œillets la Révolution, le 25 avril 1974 au Portugal, chez Chandaigne, en 2023, Histoire de la nation portugaise chez Talandier en 2022 et Salazar Biographie en portugais dans les éditions Stenta en 2022. Et vous avez aussi là un exemplaire de la version française. À savoir que les livres de nos deux invités sont disponibles à la bibliothèque Gulbenkian. Et donc, après la présentation, un temps sera réservé aux questions du public. Et à la fin, vous pouvez vous procurer les livres auprès de Corinne Solneron de la librairie portugaise et les faire dédicacer. Nous vous rappelons que cette rencontre sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Calouste Gulbenkian Délégation en France et via nos réseaux sociaux.
Si vous souhaitez poser des questions à nos deux invités, il va falloir attendre le micro pour l'enregistrement. Et vous avez au dos de la feuille de salle que vous a été remise un QR code qui vous permet de suivre les actualités de la bibliothèque et de la Fondation Carlos Gulbenkian, délégation en France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle rencontre et merci de votre attention. Bien, bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Merci à la Fondation Gulbenkian, à la délégation en France, son directeur, toute l'équipe. C'est toujours très agréable d'être ici et vraiment je vous remercie. Et puis très heureux que tout ça s'inscrive effectivement dans une logique commémorative. Il y a plusieurs événements qui se profilent à l'horizon. Effectivement, demain, nous serons réunis à Sciences Po, les uns et les autres, avec Victor aussi, pour réfléchir un petit peu à la portée internationale de la révolution des œillets. Alors, outre le plaisir d'être parmi vous, le plaisir est encore plus fort de pouvoir présenter ce soir l'ouvrage de Victor Pereira, c'est Le peuple qui commande, pour plein de raisons. Alors, je vais essayer d'être non pas chronologique, mais d'être explicatif et dire un peu pourquoi je me réjouis autant d'être à tes côtés, de pouvoir présenter ce livre. Alors, on va pas faire dans l'artifice de présentation, ni vous voyez, on se connaît depuis maintenant de nombreuses années. Plus de 20 ans et donc voilà, on se connaît et on s'apprécie, donc on va pas non plus masquer les choses pour faire croire que alors cet intérêt commun donc pour le Portugal, eh bien nous le partageons avec beaucoup de militantisme en fait depuis pas mal d'années, parce que ça a été rappelé pour faire connaître l'histoire du Portugal contemporaine en France, eh bien il faut déployer beaucoup d'inventivité, beaucoup d'imagination, beaucoup de dynamisme, et c'est bien de pouvoir être plusieurs, s'épauler mutuellement, parce que il y a à la fois beaucoup de travail, il y a des demandes, une attente, et on le voit bien avec ce 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Et à titre personnel, je garde un excellent souvenir des premiers échanges que nous avions eus il y a plus de 20 ans. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais une série qui existait à la documentation française, qui s'appelait à l'époque Les Pays d'Europe occidentale, une série annuelle, dans laquelle, eh bien, chaque année, donc puisque c'était un annuel, on publiait un article de fond sur l'actualité politique, économique et sociale au Portugal, sous la direction d'Alfred Grosser, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et donc pendant des années, 13-14 ans, je l'ai fait. Et puis, dans les derniers cycles, on s'est associés et puis après, finalement, la revue a cessé de fonctionner à la documentation française, cette série annuelle. Mais c'était un très bon souvenir et ça nous ancrait de plein pied dans le très contemporain et dans l'actualité politique portugaise. Voilà. Donc, ces petites anecdotes personnelles ayant été rappelées pour dire tout le plaisir d'être à tes côtés. Alors, plaisir rehaussé par bien le livre dont on va parler, hein, c'est Le peuple qui commande, parce que, autant vous le dire, et je l'ai déjà écrit ici et là et déclaré, c'est un excellent livre qui allie beaucoup de qualités. Alors, la première des qualités, enfin non pas en termes d'importance, mais c'est toujours d'abord un plaisir de lecture. Voilà. Il faut toujours le signaler, un livre, c'est fait pour être lu. Enfin, et c'est pas plus mal quand c'est agréable à lire. Voilà. Je le dis parce que quelquefois c'est pas le cas dans le monde universitaire aussi. Il y a d'autres soucis qui viennent prendre le pas et donc lire un livre de manière agréable, c'est déjà un point qu'il faut relever et ce livre est vraiment très agréable à lire. Ensuite, parmi les éléments, moi, que je trouve extrêmement intéressants et de grande qualité, c'est cette capacité que l'auteur a alors, l'esprit de synthèse, ça, c'est très important. Et au Portugal, ça compte. On le sait l'un et l'autre. Il faut se battre aussi pour essayer de promouvoir l'esprit de synthèse. Cet esprit de synthèse, il est tout à fait évident à la lecture des chapitres. Mais surtout, ce qui est très intéressant chez Victor, c'est cette capacité à faire l'état de l'art d'un sujet, comme on dit en bon français, l'état de l'art, c'est-à-dire d'un point de vue historiographique,
d'arriver à faire un état des lieux qui est tout à fait pertinent sur chacun des chapitres qui est proposé, sur chacun des angles qui est privilégié, et de le faire sans pesanteur. Je veux dire par là, et je reviens à mon premier élément, c'est-à-dire cette qualité d'écriture qui fait qu'on est tout de suite de plein pied. On est tout de suite happé par le sujet et on voit bien quelles sont les avancées les plus récentes sur les différentes thématiques qui sont utilisées. Et puis, autre élément très fort, et on dira c'est peut-être la base de notre métier d'historien, mais encore faut-il le rappeler, et Victor le fait magistralement dans cet ouvrage, c'est cette capacité aussi à mobiliser un certain nombre de sources d'archives. Et tu le dis à plusieurs reprises, mais tu t'es appuyé sur, et là tu as un travail en cours d'ailleurs que tu as mené tout à fait intéressant avec l'ambassade de France et les archives du Quai d'Orsay, sur les archives diplomatiques et françaises. Tu as pu aussi utiliser des sources américaines, je crois, et d'autres. Et ça s'en ressent à plusieurs reprises. D'ailleurs, dans les notes de bas de page que tu mobilises, sans excès, parce qu'il ne faut pas en abuser, mais elles sont toujours très pertinentes et souvent elles renvoient justement à des sources d'archives. Et ça, je pense que c'est aussi un des apports de cet ouvrage. On a des éclairages assez novateurs, notamment sur ce regard que un certain nombre de diplomates portent sur l'événement 25 avril et ses prolongements. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble un des points à relever dans cet ouvrage. Et puis ensuite, moi, ce à quoi j'ai été sensible, parce que m'est arrivé aussi d'écrire des choses sur ce sujet, c'est à la fois de nous proposer un narratif, une narration qui est fluide. Je l'ai dit, la qualité d'écriture, mais la qualité d'écriture ne suffit pas. Il y a aussi cette capacité à nous transposer, à nous faire vivre à tes côtés un certain nombre d'événements de la période. Et ça, c'est cette manière de séquencer ton récit. Les chapitres sont à la fois avec un ancrage chronologique d'une grande pertinence et qui nous permettent d'aller tout de suite à l'essentiel, de bien comprendre quels sont les attendus, les tenants et les aboutissants. Donc cette capacité donc d'écrire un récit, parce que c'est aussi dans notre travail d'historien, je disais la mobilisation des sources, c'est bien, mais d'être capable de le rendre accessible. Et les chapitres tels qu'ils sont construits, je trouve, apportent l'éclairage qui convient. Et puis cette interface que tu réussis à faire, qui me semble toujours un exercice très difficile, mais là qui est réussi en l'espèce, c'est cette interface entre l'histoire savante qu'on essaye d'incarner à des degrés divers, c'est-à-dire les maniements des sources, l'état de l'art dont je parlais tout à l'heure, ces dimensions historiographiques, bref, tous ces attendus que tu maîtrises parfaitement bien, mais aussi de le rendre accessible à un public aussi large que possible, sans dénaturer le propos, sans oublier les règles de base de notre métier d'historien. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve qu'on a là un ouvrage véritablement qui est appelé, je crois, à faire date, c'est-à-dire que c'est une formule souvent convenue, on dit un ouvrage qui fera date. Oui, mais en l'occurrence, c'est la réalité parce que c'est un ouvrage qui nous permet à la fois de faire un état des lieux, je pense, sinon exhaustif, mais très complet, d'une question complexe, dans une durée qui ne se limite pas au 25 avril, enfin tu reviendras à tout ça, enfin le 25 avril 1974. Bref, tout ça, tu vas rebondir sur ces propos et éclairer. Mais donc à partir de cette base très rigoureuse, cette méthodologie très éprouvée que tu maîtrises à la perfection, c'est de nous faire atteindre un certain nombre, percevoir un certain nombre de réalités. Et je pense que pour un public qui n'est pas forcément, je pense que dans cette salle, vous êtes majoritairement très au fait déjà de cette révolution des œillets et de ce qu'elle représente. Mais pour un public plus large, je pense qu'on a là un outil vraiment de très grande qualité. Voilà, ça c'est sur les quelques propos très laudateurs et généraux que je voulais tenir. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, peut-être essayer de rebondir sur 2-3 pistes, moi, de questionnement, on va dire, et qui peuvent ouvrir peut-être ton analyse et puis qui nous permettra aux uns et aux autres de rebondir sous forme de questions-réponses. Alors, la première chose, moi je l'évoquais tout à l'heure, cette dimension un peu, on va dire, non pas d'égo-histoire, mais ce cheminement. Moi, je pense,
ça serait intéressant que tu nous livres un petit peu les recettes, si l'on peut dire, comment tu as procédé pour quelles sont les sources, bien évidemment, tu l'expliques, mais au-delà de ça, dans quelle séquence tu t'es inscrite, quelle temporalité, combien de temps ça t'a pris, parce que je sais que c'est toujours un effort très rude d'écrire un livre, et surtout d'arriver à faire une synthèse dense, ce qui est bien l'objet de ton ouvrage. Donc, comment as-tu procédé? Tu partages ta vie entre la France et le Portugal. Comment, justement, tes nouvelles fonctions et ton ancrage à l'Institut d'histoire contemporaine, ça a été rappelé tout à l'heure. Bref, comment tout ça, tu as pu le mettre à profit? Également, j'évoquais tout à l'heure le travail que tu as mené avec l'ambassade à Lisbonne, l'ambassade de France à Lisbonne. Bref, nous contextualiser un petit peu ton livre, comment il a mûri en toi. Je sais que c'est un projet ancien, mais qui ne s'inscrit pas simplement dans une logique commémorative du 50e anniversaire, et expliquer un petit peu le cheminement. Et puis, la deuxième ligne de perspective, de questionnement que j'aurais, parce que je vous dis sur le fond, c'est-à-dire ce qui concerne vraiment le processus révolutionnaire, le 25 avril, les temps qui précèdent le 25 avril et les prolongements. Moi, je veux bien qu'on en débatte et faire comme si on avait des divergences, mais enfin, on partage l'essentiel. Après, on peut toujours relever tel ou tel point, tel ou tel angle d'analyse, mais enfin, on ne va pas tomber dans un jeu un peu qui tournerait court assez rapidement. Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est peut-être nous dire quel prolongement tu vois aussi à ce livre, nous expliquer en amont comment tu l'as construit, et ensuite comment sur ce sujet évidemment, et si tu as d'autres angles d'attaque que tu souhaites privilégier, parce qu'on se rend bien compte, demain par exemple, on va s'intéresser à la dimension internationale, qui est une des dimensions, je pense, qui nécessite encore pas mal d'approfondissement, on va dire. Il y a encore des pistes de recherche là-dessus. On va en esquisser quelques-unes, mais je pense qu'il y a là matière à faire des choses intéressantes. L'histoire par le bas, l'histoire sociale, il y a beaucoup de choses aussi, je pense que tu en diras quelques mots. Donc, quelles sont les perspectives? Comment tu vois les choses? Et puis, déboucher aussi, et là, je veux bien apporter ma contribution au débat sur un peu le contexte actuel du 25 avril, c'est-à-dire cet ancrage du 25 avril dans cette société portugaise d'aujourd'hui, la société du 50e anniversaire, au regard, mais pas seulement de la situation politique au Portugal. Bref, comment le 25 avril, tu en parles en plus dans la dernière partie de ton ouvrage, c'est-à-dire nous expliquer un peu cette mémoire historique du 25 avril, comment elle évolue, comment elle épouse les contours du temps. Mais là, on a un sujet d'interrogation et d'inquiétude assez vive avec le 50e anniversaire dans quelques jours et un contexte politique que, faut-il le rappeler, s'est traduit le 10 mars dernier par des élections législatives et un résultat qui a propulsé sur encore un peu plus que les mois précédents sur l'avant-scène l'extrême droite Chega, qui a obtenu 50 députés. 50 députés, on l'a dit, pour 50 ans de liberté et de démocratie. C'est une symbolique des chiffres qui, malheureusement, est un peu triste. Et donc, revenir sur toutes ces questions, parce que je pense que nous, historiens, on a aussi un rôle à jouer, du moins on l'espère, pour, comme on dit souvent, comprendre et expliquer. On n'est pas là pour juger, mais comprendre et expliquer. Mais donner aussi des éléments d'explicatif et donner du grain à moudre, notamment pour les jeunes générations. Et je pense que ce genre d'ouvrage y contribue fortement. Donc, le salut en tant que tel, mais je reviens toujours à ces grandes interrogations entre la distorsion entre l'histoire savante et l'histoire grand public, ou du moins un récit très grand public et très approximatif qui peut être délivré sur le 25 avril. C'est ces interrogations-là, moi, qui me perturbent de plus en plus au fil des années. Je ne devrais pas, parce que j'ai quelques années de plus que toi, mais j'ai malheureusement une inquiétude croissante et aussi un sentiment de vacuité ou non pas d'inutilité, mais voilà, ce que nous pouvons produire en tant qu'historiens, finalement, quel est l'usage qu'on en fait, quel
quel est le bienfait qui peut en être tiré. J'ai quelques interrogations là-dessus, et c'est pas l'actualité la plus récente, mondiale, mais aussi au Portugal, qui est de nature à me rassurer. Voilà. Donc encore vraiment un grand bravo pour cet ouvrage. Moi, je suis très heureux d'être à tes côtés pour le présenter là, de manière très, très, très libre dans le cadre de cette assemblée. Dire vraiment que c'est un ouvrage qui mérite d'être inscrit dans toutes les bibliographies. Il faut le lire, il faut le faire connaître. Nous sommes là pour ça. Mais donc, faites-le connaître parce qu'il est appelé à faire date, à marquer. Et j'espère qu'il sera d'ailleurs traduit prochainement, peut-être un scoop, ou si tu as des pistes, qui sera traduit au Portugal notamment, mais pas seulement, parce que c'est un ouvrage qui apporte beaucoup, non seulement pour nous en France, mais aussi, je pense, au Portugal, par les qualités que j'ai soulignées tout à l'heure et qui ne sont pas si fréquentes. Il y a beaucoup de livres qui sont publiés ces derniers mois au Portugal notamment, mais pas seulement sur le sujet. Je pense qu'il tranche et par le haut, par sa qualité et les perspectives qu'il ouvre. Donc, bravo, parabéns, comme on dit, et merci de m'avoir convié ce soir à présenter à tes côtés ce livre. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Après t'avoir entendu, je pense qu'il faut mieux que je me taise, parce que tout ce que je vais dire va être moins bien maintenant, donc c'est assez problématique. Néanmoins, je vais quand même dire 2-3 choses. Je vais pas prendre de risques, je vais devoir remercier. Tout d'abord, je remercie la Fondation Carlos Gulbenkian et son directeur. Et je viens d'apprendre il y a quelques minutes qu'un des personnages du livre est votre grand-père, donc j'en dis pas plus, mais il est à l'honneur dans l'ouvrage, pas longuement, mais il a un rôle important. Et je pense qu'il ne le savait pas, peut-être. Je tiens à remercier Christina Costa, qui était mon interlocutrice, de son invitation, de sa confiance. Évidemment, je tiens à remercier Yves, donc tu as un peu fait notre égo-histoire, et je tiens vraiment à te remercier. Alors, pas seulement pour ce que tu viens de dire, même si je t'en remercie, mais parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma trajectoire d'historien. Quand j'ai commencé à travailler sur le Portugal, donc ça ne va pas me vieillir, mais c'était en 99-2000, le premier ouvrage que j'ai dû lire, c'est ton Salazarisme et fascisme, publié en 1996 chez Jean Daigne. Donc c'est la première fois que je lisais quelque chose sur la dictature salazariste. Et ensuite, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu étais à mon jury de M2. Donc à l'époque, on disait ça DEA. C'est très très ancien. Et donc c'est à mon jury de M2. Et évidemment, on a la chance, quand on est un jeune chercheur, d'avoir un spécialiste du Portugal contemporain. Il n'y en avait pas 25 000. Et donc, tu as été aussi bienveillant à cette époque-là. J'ai eu mon M2, après j'ai pu suivre en thèse. Et ensuite, tu évoquais, il y a eu les 30 ans du 25 avril en 2004. Et avec Anne Dulphy à Sciences Po Paris, tu avais co-organisé un colloque sur les transitions démocratiques de l'Espagne et du Portugal. Et donc, moi, jeune chercheur, j'avais pu rencontrer José Medeiros Freire, historien et ancien ministre des Affaires étrangères, Antoine Costa Pinto, et d'autres chercheurs. Et donc, ce colloque avait été transformé en livre, publié en 2004 aussi. C'est ça, oui. Ça, donc, c'était pour moi la première fois où je m'attaquais en tant que jeune historien au 25 avril sur un thème que je vais évoquer tout à l'heure en répondant à des questions. Donc, je te remercie pour tout ça. Je veux faire la publicité aussi pour son livre. Alors, j'ai la grande chance. Vous pouvez pas l'acheter tout de suite. Il faut attendre une semaine, c'est ça? Donc, son Salazar. Donc, je peux aussi dire que j'ai eu la grande chance que tu m'envoies au fur et à mesure des chapitres pour que je regarde. J'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est très, très bien. Et donc, il est déjà sorti au Portugal en premier. Là, il sort la semaine prochaine chez Perrin. Vous le trouverez un peu partout et évidemment, je vous le conseille. Il y a 2 autres biographies qui sont sorties. Une, il y a maintenant 15 ans. Pas traduite en français, qui est intéressante, sans aucun doute. Une deuxième, et donc je ne vais pas énoncer, que je ne vous conseille pas. Et donc, c'est la 3e, et que je vous conseille très, très chaleureusement, parce que par rapport notamment, enfin un petit comparatif, par rapport à la première, il y a aussi la dimension personnelle de Salazar. La première est une biographie politique. On suit Salazar année après année, son arrivée au pouvoir, les années 30, la Seconde Guerre mondiale, etc. Là, il y a tout cela, mais aussi une dimension personnelle, un Salazar qu'on connaissait un peu moins, et tu allies extrêmement bien cette figure publique et cette figure personnelle qui s'entremêlent, bien évidemment. Et donc, c'est un vrai plaisir de lecture également.
Elle ne fait que 500 pages. Je pense que c'était difficile de faire que 500 pages sur un tel personnage. Donc, je vous la conseille très chaleureusement. Et même s'il avait dit du mal de mon livre, je vous l'aurais conseillé très chaleureusement. Et enfin, je tiens à remercier le public qui rit à mes blagues, donc je vous remercie pour ça, et qui est venu ce soir, alors qu'il y a plein d'événements justement autour du... Je sais qu'il y a un concert juste après, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'éclipser pour le concert. Et vous pouvez y aller. Hein. Moi, je chante beaucoup moins bien que lui, donc si vous devez partir. Donc, merci beaucoup d'être venu. Alors, je vais répondre aux différentes questions. D'une part, sur un peu la cuisine interne, en fait. Comment j'ai fait ce livre ? D'une part, et là, je ne fais pas de façon... c'était pas prémédité, mais je dois remercier pour ce livre la Fondation Calouste Gulbenkian. C'est-à-dire que la Fondation Calouste Gulbenkian a une bibliothèque maintenant à la Cité universitaire, dans le 14e arrondissement. Et tous les mois, quand je venais à Paris, je prenais 4 ou 5 livres que j'amenais à Pau pour lire, parce qu'à l'époque, j'habitais à Pau. Et donc, heureusement que la bibliothèque est encore à Paris, parce que sans cette bibliothèque, ça aurait été beaucoup plus difficile de rédiger un tel livre. Il y a Sciences Po Paris, à la BNF, il y a beaucoup de livres sur le Portugal, mais pas autant. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc je remercie la Fondation et toutes les personnes qui travaillent à la bibliothèque. Ensuite, ce qui a beaucoup changé par rapport à nos anciens temps, quand on était jeunes, c'est ça. Alors c'est un téléphone, mais c'est aussi un appareil photo. Et maintenant, depuis quelques années, tant en France... Alors, du temps de ma thèse, non. Et tant qu'au Portugal, depuis quelques années, on peut maintenant prendre des milliers de photographies. Donc, alors maintenant, moi qui étais provincial, et ensuite entre Lisbonne et Pau, si je vous ouvre mon appareil photo, alors là, j'ai mis une photo pour faire croire que je pars en vacances. Hein. Mais sinon, vous avez des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de photographies, des archives portugaises, des archives françaises et d'autres archives. Et ça change notre rapport aux sources, c'est-à-dire qu'on peut vraiment maintenant, en une seule journée, prendre 1000 photos. Après, je passe des heures et des jours et des semaines à les traiter. Mais ça, c'est une chose qui a beaucoup changé. Et notamment, aller à la Courneuve, où sont les archives diplomatiques, aller à Lisbonne pour prendre des photographies. Et donc, ce livre, il a vraiment été écrit entre Pau, Paris et Lisbonne, et avec cet appareil photo qui permet de consulter beaucoup de choses. Des choses parfois qu'on va consulter que dans quelques années. Moi, il m'est arrivé de voir maintenant des cartons qui m'intéressent et me dire ça, c'est intéressant, ça, et l'utiliser parfois 10 ans après. Donc, petit à petit, maintenant, moi, ma grande hantise, c'est de perdre mes photos. Alors, elles sont sur un cloud, elles sont sur 2 disques durs. C'est quasiment mes archives que je me suis constituées au cours de ma vie. Donc, c'est surtout fait ainsi. Le livre, alors, je devrais peut-être pas le dire, mais je l'ai fait en 1 an, grosso modo, entre les lectures, les archives et l'écriture. Donc, ça s'est fait relativement vite. Je savais que... Alors, je sais filmer, mais mes éditeurs ne sont pas là. Ils m'ont fortement pressionné, voire pressurisé, en me disant il faut que vous rendiez ce texte. Donc, ça s'est fait relativement vite, mais avec ce qu'il y a d'une part les bibliothéques qu'on trouve maintenant en ligne. Et là encore, je parlais tout à l'heure de M2, à l'époque, on n'avait pas tout ça. Une partie des archives qui sont en ligne, beaucoup d'inventaires qui sont en ligne, et c'est entre guillemets, c'est pas que c'est plus facile parce que maintenant on a une telle masse documentaire que parfois ça devient difficile de trier tout ce qu'on peut utiliser. Ensuite, la deuxième question, c'était notamment sur les prolongements. Il y a 2 prolongements de ce livre. Si je reste sur le 25 avril, ceux qui me connaissent savent que je travaille un peu sur l'immigration portugaise en France. Donc, je n'ai pas abandonné ce champ pour autant. Mais sur le 25 avril, il y a 2 choses dont qu'on va évoquer bientôt. Donc, d'une part, c'est sur la réception de la Révolution portugaise en France. C'est-à-dire qu'on a peut-être du mal, mais quoique, parce que tu as publié ce livre, tu peux le montrer, le numéro d'histoire ? Merci. Il y a ce numéro d'histoire qui a été publié il y a quelques semaines. Et l'histoire, c'est le principal magazine de vulgarisation sérieux en France, donc qui consacre un dossier à la Révolution des œillets. Donc il y a quelques livres qui vont sortir sur le 25 avril dans les jours et les semaines qui viennent. Et en France, la Révolution des œillets a une répercussion énorme. Souvent, le seul exemple que je donne quand je dois aller vite, c'est en juin 1975. À l'époque, il n'y a pas la TNT et les C8, C12 et C24. Il y a 2 chaînes de télé. Et en juin 1975, alors qu'il n'y a que 2 chaînes de télévision, sur la 2e chaîne de télévision, il y a en direct un débat entre 2 personnalités portugaises, Mário Soares, secrétaire général du Parti socialiste,
Álvaro Cunhal, secrétaire général du Parti communiste, qui pendant 1h30, 2 heures, vont avoir un débat. Au Portugal, on l'a un peu oublié, parce que tout le monde connaît le débat de novembre 75, où Álvaro Cunhal dit « Olha que não ». Quand on lui dit « Vous allez instaurer une dictature totalitaire, les communistes vont manger des enfants dans l'Alentejo et tout », il dit « Olha que não ». Et donc, il y a les 2 débats, mais le premier a lieu sur une chaîne française, en direct depuis Lisbonne. Et je me dis toujours, est-ce que de nos jours, on imagine 2 hommes politiques d'un autre pays, en français, faire un débat sur une chaîne publique française? Peut-être, je ne sais même pas d'ailleurs, si les débats Biden-Trump seront télévisés, je ne sais même pas. Mais à l'époque, ça montre l'intérêt incroyable qu'il y avait pour le Portugal. Alors, il y avait différentes raisons pour ça. Il y avait d'une part 800 000 Portugais en France. Un peu moins de 10% de la population portugaise vivait en France. Et d'ailleurs, c'est un document que j'ai trouvé un peu par hasard dans les archives. Le ministre de l'Intérieur, le 25 avril, il envoie un télégramme à tous les préfets le 25 avril 1974 pour leur dire « Il semble qu'il y a une révolution au Portugal. Si vous voyez que les Portugais bougent, réveillez-vous. » Les Portugais n'ont pas vraiment bougé, si ce n'est à Paris. On pourra y revenir après. Et donc, il y a 800 000 Portugais. Et donc, c'est un enjeu. Il y a des officiers du MFA qui vont venir à partir du mois d'octobre. Il y a des hommes politiques portugais qui vont venir parce qu'il y a une campagne électorale, même s'il y a très peu d'inscrits. Et donc, c'est un véritable enjeu. D'autre part, et ça, c'est très français, c'est-à-dire qu'en France, il y a une instrumentalisation de ce qui se passe au Portugal dans des débats très franco-français. À l'époque, il y a ce qu'on appelle l'union de la gauche, l'union depuis 1972 entre le PC, le PS et les radicaux de gauche. Et ce qui va se passer au Portugal va alimenter un débat qui existe déjà ici sur est-ce que l'unité de la gauche est possible ? Et on est aussi dans plein moment du débat sur le totalitarisme. Et donc, les événements au Portugal, et en quelques mots, que le Parti communiste portugais semble vouloir prendre le pouvoir, que le Parti communiste portugais semble bâillonner la presse, et notamment la très célèbre affaire República, qui va être publiée notamment en France, ça pose des problèmes en France. Et on ne cesse de demander à François Mitterrand, mais comment vous pouvez faire une alliance avec le PC, alors que le PS portugais ne cesse de dire que le PC portugais va faire une dictature. Donc ça a été introduit, transformé. Il y a des très célèbres caricatures. Alors je ne vais pas faire de l'autopublicité, mais au-delà du livre. Mais si vous avez des comptes X dit Twitter, tous les jours, je mets une caricature de la presse française sur la révolution des œillets, et notamment, alors je ne l'ai pas encore mise, mais à un moment, il y a une caricature très drôle publiée dans Le Monde, où vous voyez d'un côté une banderole de soutien au PS portugais, d'un côté Mitterrand, et de l'autre côté Giscard d'Estaing et Jacques Chirac et Poniatowski. C'est-à-dire que tout le monde soutient le PS à l'époque, même la droite, qui défend Suarez, ce combattant de la liberté, la démocratie, etc. Donc il y a un énorme enjeu. Et il y a aussi des résonances énormes à l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'on est après mai 68, pour beaucoup ou pour certains, mai 68 n'est que le début. Et certains voient dans la révolution du 25 avril et dans la révolution sociale qui a lieu juste après, une confirmation que mai 68 a commencé quelque chose qui va se matérialiser au Portugal. Et donc, toute l'extrême gauche française, mais aussi d'autres pays, se rend à Lisbonne. Sartre, Beauvoir, Revel, non, il n'est pas du tout d'extrême gauche, mais des intellectuels divers et variés vont aller au Portugal, vont en tirer des articles, des réflexions. Vous avez aussi, qui vient d'être republié, Serge July, exactement, pour Libération, mais aussi Gérard Philoche pour la LCR, etc. Donc, il y a un ensemble de personnes qui vont au Portugal voir cette révolution, l'analyser, en tirer des leçons, notamment dans la presse d'extrême gauche. Le slogan, c'est « Il y a une révolution au Portugal, il faut la comprendre pour ensuite la reproduire en France, avec qui il faut s'allier, avec qui il ne faut pas s'allier, etc., quel est le rôle du parti, etc. etc. » Donc, ça a une énorme répercussion en France, mais aussi, quelque part, le 25 novembre, et la défaite de l'extrême gauche, et notamment militaire, va avoir des effets en France. Pour certains, voilà, on a cru qu'au Portugal, une révolution était possible, et en fait, elle ne semble pas avoir réussi. Et donc, souvent, on parle des années 68 qui vont de 62 à 80, et on dit qu'à partir de 75, il y a un peu la fin de cette utopie révolutionnaire. Le Portugal est un des jalons dans cette chute ou dans cette fin des utopies révolutionnaires. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels je vais continuer de travailler, sur la réception
du 25 avril et les réceptions. Il y a aussi une autre réception qui est aussi à l'extrême droite. Une chose qu'on sait peut-être moins, mais l'extrême droite, évidemment française, a vu la Révolution comme une tentative de prise de pouvoir des communistes. Et alors peut-être s'il y a des gens ici dans la salle qui s'en rappellent peut-être, mais il y avait rue Gay-Lussac une librairie portugaise tenue par des proches de Mario Soares, et notamment, alors en 75, je ne me rappelle plus du jour, mais des militants d'extrême droite rentrent dans la librairie et lancent du produit sur les livres et pour protester. Et au même moment, à la Maison du Portugal, qui est l'Office du tourisme, il y a aussi une attaque, entre guillemets, une invasion, et avec des banderoles pour critiquer le Parti communiste et la MFA qui mettent en cause la démocratie. Donc c'est toujours drôle de voir l'extrême droite défendre la démocratie, mais on s'est un peu habitué depuis quelques temps. Mais donc même à l'extrême droite, le Portugal est un enjeu. Et notamment ce qui va se passer ensuite en Angola avec la guerre civile qui va éclater et le soutien de certains à l'UNITA au détriment du MPLA. Ça, c'est un premier prolongement. Le deuxième prolongement à Rennes, je vais en parler. Moi aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les étrangers qui sont allés au Portugal. Donc au début, c'était un peu la figure des intellectuels qui y vont, mais en travaillant aux archives au Portugal, je me suis rendu compte que le Portugal avait accueilli un certain nombre de réfugiés, certains relativement évidents, des Espagnols. La dictature franquiste existe encore. Et pour certains Espagnols, juste à côté, il y a cette révolution qui se développe, et certains Espagnols vont aller au Portugal et demander statut de réfugié, ce qui a posé beaucoup de problèmes au Portugal, qui ne veut avoir aucun problème avec la dictature franquiste. Mais il y a aussi des Chiliens. On est 1 an, 2 ans après le coup d'État du 11 septembre 1973, qui va beaucoup marquer le Portugal. Et on ne peut pas vraiment comprendre certains événements portugais si on n'a pas ce spectre du Chili qui pèse un peu sur toutes les têtes. Et d'autre part aussi les Brésiliens. Les Brésiliens, c'est une dictature. Au Portugal, on parle un Brésilien avec un petit accent. Et donc, il y a un certain nombre de Brésiliens qui vont s'y installer. Et même, plus généralement, le Portugal, en 74, 75, va avoir des réfugiés venir, vouloir s'installer, ce qui va poser problème aux autorités portugaises sur comment on leur concède ou pas le statut de réfugié. Et ce que j'ai ensuite vu dans différentes archives du ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur, c'est que d'une part, au début, et c'est ce que montre très bien le livre de Diego Palacio Célazes, c'est le pouvoir est tombé dans la rue, il y a une crise de l'État après le 25 avril 74. C'est-à-dire que la police, notamment la PSP, la GNR, cesse d'agir, parce que quand ils vont dans la rue, on dit qu'ils sont fascistes. Notamment, alors dans le ministère de l'Intérieur, c'est drôle, entre guillemets, il y a parfois des rapports qui disent comment la population civile insulte les policiers, insulte les gendarmes, comment ils sont plus respectés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'est créé le COPCON, donc une sorte de police militaire dirigée par Otelo Salvador Carvalho. C'est une idée de Costa Gomes que Spinola trouve excellente pour essayer de restaurer l'ordre, grande préoccupation de Spinola. Et comme vous le savez, Otelo va, à fur et à mesure, maintenir un certain ordre, mais plutôt un ordre révolutionnaire, plutôt qu'un ordre non révolutionnaire. Et donc, pendant un moment, la police n'agit plus. Et en fait, le Portugal ne contrôle quasiment plus ses frontières. Et des gens s'installent, restent. Et après le 25 novembre, il y a un retour à l'ordre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a notamment une campagne de presse. Dans la campagne de presse, en 1976, c'est qu'on craint les Cubains. On craint que plein de Cubains sont venus au Portugal, dans l'Alentejo. Il y a certains villages dans l'Alentejo qui s'appellent Cuba. Et donc, il y a des articles sur les Cubains. Et c'est aussi la crainte de ce qui se passe fin 75, début 76 en Angola. Et donc, cette crainte que les Cubains s'installent, évidemment, qui tient pas sur grand-chose, hein, mais aussi moi, ce qui m'intéresse dans ces recherches, c'est un peu le retour, la restauration de l'État. Et la restauration de l'État va passer par un plus grand contrôle des étrangers. On a laissé rentrer les étrangers à partir de 76, un certain nombre d'étrangers, espagnols, même des Français, mais aussi d'Europe de l'Est, vont être expulsés parce qu'il faut un État qui fonctionne. C'est un État qui contrôle ses frontières et qui contrôle qui réside ou non sur son territoire. Et à partir de 76, fin 75, début 76, on voit ça à l'ordre. Donc ça, c'est une des dimensions. La dernière question, effectivement, c'est la question la plus actuelle. Alors, un historien, ça regarde le passé, ça essaie de comprendre le présent, mais ça ne regarde pas trop vers l'avenir. Néanmoins, et là encore, c'est filmé, et je salue mes éditeurs, parce que le seul désaccord qu'on a eu, si je peux me permettre, le seul désaccord qu'on a eu, c'est sur la conclusion. La conclusion, moi, j'ai écrit le bouquin en juillet-août, et j'ai dû relire les épreuves en septembre, et donc c'est parti à l'éditeur. Et ma dernière sous-partie, donc écrite en septembre 2023,
António Costa était un Premier ministre sûr de lui et on pensait qu'il allait encore gouverner pendant 2 ans. Et ma dernière sous-partie de la conclusion s'appelle « Un 50e anniversaire sous la menace de l'extrême droite ». Je suis pour rien dans l'affaire qui a fait chuter le gouvernement. Hein. Je le dis ici publiquement. Ce n'est pas moi qui a incité le ministère public portugais à inclure le nom d'António Costa dans le célèbre communiqué du 7 novembre 2023. Mais moi, je voulais vraiment terminer sur l'actualité du 25 avril et sur la mémoire. Et grosso modo, quand j'ai insisté, et j'ai un peu, et notamment Yves, on avait fait un entretien ensemble qui a été publié dans Les Utopies. Tu as publié quelques articles sur Ventura, et j'avais c'est pas très dur, hein, mais connaissant une partie de la littérature de Chega sur 25 avril, et sachant que a priori, il allait y avoir des commémorations importantes. Et comme vous le savez, il y a une commission dirigée par notre collègue Malina Serzor, qui depuis 2 ans fait un travail assez intéressant, avec des moyens qui ne sont pas non plus incroyables, mais des expositions, et notamment une exposition qui était très, très intéressante sur Amilcar Cabral, mais d'autres expositions. C'est très, très large et très intéressant ce qu'ils font. Et je me doutais bien qu'il y allait avoir un certain unanimisme sur le 25 avril. Après, on reviendra. Sur le 25 avril, tout le monde est plus ou moins d'accord. C'est ce qui se passe après qui peut poser problème. Mais le 25 avril, on est relativement d'accord. Le seul qui, sûrement, n'allait pas être d'accord, c'est André Ventura et le parti Chega. Et donc, je m'attendais déjà à un discours dissonant et utiliser à l'époque, ils étaient 12 seulement, c'était peu par rapport aux 50 actuels, qu'ils allaient utiliser notamment les commémorations pour avoir un discours dissonant, d'où contre, pour dire que le 25 avril, etc., etc. Et évidemment, je ne pouvais pas savoir que d'une part, il y allait avoir une démission, une dissolution, ce qui n'était pas non plus obligatoire, des nouvelles élections. Et alors ça, par contre, je m'attendais à ce qu'ils aient un résultat important, mais pas aussi important, donc 50 députés. Et je ne sais pas si vous avez suivi cette soirée électorale du 10 mars, et ça n'a pas trop été noté, je crois. Donc André Ventura, vers 1h du matin, si je me souviens bien, parle. Et à un moment dans son discours qui est relativement long, il termine en disant « Je tiens à dire quelque chose ». Et je tiens à dire, alors je cite quasiment, parce qu'il y a une 3e réimpression, donc je l'ai inclus, que ce résultat, ce score de Chega, c'est, je dis en portugais, je traduis, on ajoute contas, un règlement de compte avec le 25 avril. Il dit que c'est un règlement de compte avec le 25 avril, avec un Portugal qui a été atrophié, réduit au silence, contre une gauche et une extrême gauche qui a dominé les institutions et l'économie. Alors, j'imagine que vous êtes d'extrême gauche et qu'on vous dit que vous avez dominé l'économie, vous le verrez rire jaune. Vous vous dites... Alors, soit il y a des choses que je n'ai pas compris dans le grand patronat portugais sur l'orientation politique. Mais donc, c'est un règlement de compte. Et évidemment, donc, ce que je percevais, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, c'est qu'effectivement, André Ventura, et on va revenir sûrement sur ça, à cette position. Le discours d'André Ventura, et comme tu l'as déjà montré à plusieurs reprises, sur le salazarisme et le 25 avril est très ambivalent, très ambigu. Comme l'est en règle générale l'extrême droite maintenant. Maintenant, avec l'extrême droite, il faut un décodeur, et même l'extrême droite française, il fait très attention à ce qu'il dit. Parce qu'il veut éviter... Alors, il faut faire des phrases qui font du buzz, mais il faut éviter que le buzz se retourne contre soi trop. Et notamment, André Ventura, il est très précautionneux, notamment vis-à-vis de la figure de Salazar. Il ne va pas tomber dans des éloges sur Salazar. Je ne pense pas qu'il va prendre un selfie avec ton livre. Je ne pense pas, hein, sauf s'il a le fait. Je ne crois pas. Pourtant, ça serait une sacrée publicité. Non. Blague à part. Il va faire très attention avec la figure de Salazar, et notamment les propos qu'il tient publiquement, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles il est d'accord avec Salazar. Travail, famille, patrie, la défense de la nation, la défense de la grandeur du Portugal. Bon. Mais il va dire que Salazar a empêché le développement économique du pays, la modernisation, etc. Et donc, il fait très attention à ce qu'il dit. Néanmoins, et c'est notamment sur ça que tu l'évoques, il est déjà très critique du 25 avril, mais en fait, quand on reprend ses discours, il n'a pas tout inventé, en fait. Ce qui est très intéressant, et je pense que c'est là où tu voulais m'amener, c'est que dès les années 80, des années 90, il y a eu au Portugal un discours critique sur le 25 avril. Parce que je vous ai dit, et notamment une valorisation, on l'a vu dernièrement à Lisbonne, avec le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, une critique des mois qui suivent le 25 avril et une valorisation du 25 novembre 75. C'est-à-dire que tout le monde
à gauche et à droite, et là j'exclus l'extrême droite de mon propos, considèrent que le 25 avril a mis fin à 48 ans de dictature, a mis fin à un régime qui oppressait la population portugaise, même pour la droite libérale, a mis fin à un régime qui empêchait le Portugal de rejoindre l'Union européenne, et donc d'avoir un développement économique. Ensuite, c'est après que ça se gâte. Vous avez des partis, donc surtout à gauche, à l'extrême gauche, qui voient ce qui fait la singularité du Portugal. C'est pas seulement le 25 avril en une journée, en 18 heures, une dictature de 48 ans qui tombe en 18 heures. C'est qu'ensuite, il y a une véritable révolution. Et la dernière révolution qui remet en cause le capitalisme en Europe occidentale, avec des occupations de terres dans le sud du pays, des occupations d'usines, des expériences d'autogestion, des habitants des bidonvilles qui occupent des logements. Et ça, c'est la dernière fois que ça arrive en Europe occidentale, et c'est ce qui a fasciné, et c'est ce qui a fait peur. Ça, évidemment, à gauche, à l'extrême gauche, tu as eu un dialogue avec Fernand Rose, il dit souvent ça. Ce qui fait la démocratie actuelle, et notamment en comparaison avec l'Espagne, qui pendant longtemps a été présentée comme le bon élève, au détriment du Portugal, et maintenant on a plutôt tendance à dire l'inverse, c'est le Portugal qui est le bon élève au détriment de l'Espagne, c'est que c'est une révolution où il y a une participation populaire, où la population est tout de suite sortie dans la rue pour revendiquer des droits, et pour revendiquer de plus grandes libertés, et pour revendiquer un autre possible, une forte participation. Évidemment, à droite, c'est plus compliqué, notamment à l'année 75. Ce qui est intéressant, c'est que les commémorations, elles vont durer jusqu'en 76. La commission va durer jusqu'en 76. Et évidemment, l'année 75 est plus problématique à droite. Vous avez des mouvements sociaux, une remise en cause du patronat, une nationalisation des banques, de l'industrie, des occupations de terres. Et donc, une partie du discours à droite dans les années 80-90, c'est de dire que la révolution, c'est la chienlit, pour aller vite, et que ça fait perdre du temps au Portugal. Ça fait perdre du temps parce qu'on a dû nationaliser, et donc après, il a fallu privatiser, etc. Donc, en 2004, comme tu le sais, il y a eu un débat. Il y a eu un débat sur c'est un gouvernement de droite, dirigé par Durão Barroso, et qui, au moment des 30 ans, le slogan, c'était « Abril é evolução ». Et c'est pas « révolution ». Donc, le avril est évolution et non pas révolution. Avec un peu cette idée que cette période révolutionnaire était une parenthèse qui avait posé problème et que de toute façon, le Portugal, comme l'Espagne, on serait arrivé là et que s'il n'y avait pas eu cette révolution pendant 19 mois, on se serait peut-être mieux porté. Et évidemment, il y a beaucoup de petits malins qui ont souvent rajouté des R pour mettre Abril é révolution. Et donc pour mettre en avant cet aspect révolutionnaire qui distingue le Portugal. Donc, pour une partie de la droite, ensuite, cette période révolutionnaire a posé problème, d'une part, à cause, donc, je vous ai dit, des nationalisations, de la remise en cause du patronat, d'une législation sociale relativement avantageuse, d'une constitution de 1976 qui dit que le Portugal est en transition vers le socialisme. Bon, ça a été retiré entre-temps, mais avec les nationalisations, les réformes agraires, un ensemble de droits sociaux qui sont gravés dans le marbre. Alors après, elles ne sont pas toujours bien appliquées, mais elles étaient dans la Constitution. Et il y a un autre élément de 75 qui est extrêmement important, et que là, on va retrouver notamment chez Chega, c'est la décolonisation. Et souvent, au Portugal, ce qui pose problème à droite, à l'extrême droite, avec Avril, 74, c'est la décolonisation. Et ce qu'on appelle au Portugal les retornados. C'est-à-dire que les colons qui habitaient en Afrique et qui, pour partir, alors certains sont allés en Afrique du Sud, d'autres sont allés au Brésil, certains sont venus en France. Mais la grande partie est arrivée au Portugal en ayant perdu, d'une part, la position privilégiée qu'ils avaient pour la plupart, une partie de leurs biens. Et évidemment, pour une partie de la droite, il y a ce discours que... Alors, vous avez, je fais un peu de publicité, c'est la semaine prochaine, le 22, qu'il y a ici une rencontre autour de Mário Soares. Mário Soares est à la fois une des personnes les plus appréciées au Portugal et une des personnes les plus détestées au Portugal. Et notamment pour le rôle qu'on lui confère dans le processus de décolonisation. On lui donne un rôle qu'il n'a peut-être pas eu, parce que c'est le premier ministre des Affaires étrangères entre mai 74 et mars 75, merci. Et on lui donne, en fait, souvent, il incarne pour beaucoup celui qui a commis le crime de la décolonisation et de l'abandon des colons. C'est oublier beaucoup d'autres éléments, et
simplifier à outrance l'histoire. Et donc, 75, je peux m'arrêter, Corinne est arrivée. Et elle nous a ramené des pizzas avec son sac Uber Eats. Merci beaucoup. Non, des pastejnat. Donc, ça, c'est un des enjeux pour la droite et un des points que ressasse Ventura et qui va ressasser dans le futur, c'est les colons. Alors, ils sont plus très nombreux, hein, leurs enfants, les indemnisations, et notamment, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est notamment en 2022, António Costa, Premier ministre, lors d'une visite officielle au Mozambique, a demandé pardon au nom du Portugal pour le massacre de Viriamu, donc un massacre qui a eu lieu en décembre 72, où l'armée portugaise tue 400 civils innocents. Et ça a causé un énorme scandale à l'étranger, parce qu'il y avait notamment un missionnaire, Hastings, qui publie des articles. Et le Portugal, à l'époque, dit que c'est faux, que c'est une invention totale, et qu'il n'y a eu aucun massacre. Et pendant 50 ans, le Portugal n'a jamais demandé pardon. Il a fallu attendre qu'António Costa aille au Mozambique pour demander pardon, et un peu plus tard, Marcelo Rebelo de Sousa va également demander pardon. Et André Ventura, sur Twitter, où il est très présent, au-delà de TikTok, mais ça, c'est même pas une blague, au-delà de TikTok, dit que c'était une trahison. Une trahison pour les 800 000 Portugais qui ont combattu en Afrique. Et en aucun cas, comme en France avec l'extrême droite, pas de pardon, pas de repentance. Il est dans ce discours du refus de la repentance. Et pour terminer, pour laisser un peu place aux questions, mais là je plaisantais un peu avec TikTok, mais c'est reprendre sur ton dernier propos. Une des choses lors des élections qui a été assez marquante pour tout un chacun, c'est que environ 25% des jeunes de 18 à 34 ans ont voté pour Chega. Le score du Parti socialiste, c'est moins de 10%, et ridiculement bas. Et donc, un quart des jeunes portugais a voté pour un parti d'extrême droite. Je pense que, alors après, moi je ne suis pas spécialiste en sujet électoral, il y a différentes explications possibles. Et je ne crois pas que 25% des jeunes portugais soient fascistes ou d'extrême droite. Sincèrement, je ne le crois pas. Quand vous connaissez le marché du travail au Portugal pour les plus jeunes, la précarité extrêmement importante chez les jeunes, les dits recibos, quand vous connaissez la hausse exponentielle des loyers dans les grandes villes qui font que pour se loger à Lisbonne, c'est impossible, il y a dans ce vote, en grande partie, un vote de protestation contre la situation qui est réservée aux jeunes, qui est une situation très difficile. Néanmoins, et c'est ce que tu m'invitais à faire, il y a aussi cette dimension civique. C'est-à-dire que c'est quand même, on peut se dire que, en partie, ces jeunes ont eu la chance de ne jamais connaître une dictature. Et on leur souhaite, et moi le premier, qui ne suis plus jeune, de ne pas vivre en dictature, et que peut-être, effectivement, chez les plus âgés au Portugal, où le vote pour Chega est bas, en fait, c'est un peu contrefactuel pour des Français. En règle générale, en France, c'est beaucoup les personnes âgées qui peuvent voter à droite, voire à l'extrême droite, et relativement moins. Au Portugal, tout est inversé. C'est les personnes âgées qui votent pour le PS, et les personnes jeunes qui votent pour la droite et l'extrême droite. Et évidemment, pour les personnes les plus âgées, beaucoup savent ce que c'est la dictature. On n'a pas besoin de leur expliquer la misère qui existait, la répression, la peur de s'exprimer dans la rue, etc. Donc, les plus jeunes ne savent pas cela. Et même, très souvent, quand on fait je ne sais pas est-ce que tu le fais, c'est difficile d'expliquer à même nos étudiants français ce que c'est qu'une dictature. En fait, c'est pas facile de leur expliquer ce que c'est une dictature, parce que heureusement, ils n'ont pas vécu en dictature. Et il y a un autre élément que nous, peut-être, on ne s'en rend pas compte, et c'est notamment ce qu'on fait un peu, et ce que tu fais beaucoup, c'est, certes, on écrit des livres pour nos collègues, pour faire avancer la discipline historique. Mais on écrit aussi des livres avec non pas une dimension politique, mais une dimension civique, un peu comme Marc Bloch. Que les gens puissent comprendre le présent, le monde dans lequel ils vivent. On ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais on leur explique ce qui s'est passé dans le passé pour mieux comprendre le présent. Et effectivement, c'est un des véritables enjeux, c'est comment nous, on arrive à diffuser notre savoir, alors par des livres. Alors, je ne vais pas devenir TikToker, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une dimension importante, en fait, parce qu'on voit très bien au Portugal, ce parti, Chega, est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Moi, je dois avouer que pour moi, alors, je m'attendais à un score extrêmement important de Chega au Portugal, mais je n'avais pas du tout venir, je bats ma culpe, le fait que Chega réussisse à élire 2 députés parmi les Portugais qui vivent à l'étranger. Et là, encore une fois, alors, souvent on me dit « Ah, mais tous les Portugais
en France sont racistes, etc. Non, pas du tout, en aucun cas. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Mais une des choses qu'on n'arrive pas à voir, alors que depuis, je suis devenu abonné, et je ne le salue pas vraiment, mais aux députés des Portugais de l'Europe, pour voir, en fait, parce que sur Facebook, il y a toute une propagande, toute une action que nous, très souvent, on ne voit pas, en fait. Parce qu'on reste sur des schémas de pensée qui est on va lire Le Monde, on va regarder TF1, et on va regarder... Et en fait, il y a toute une propagande et des mots d'ordre qui peuvent nous paraître simplificateurs, mais qui touchent des gens, et là, peut-être un peu plus âgés. Sur TikTok, c'est un autre... Et donc, c'est un vrai défi pour nous, historiens. Ça veut dire qu'une partie des gens qu'on essaie d'atteindre, en fait, ils sont atteints par une autre propagande qui est très efficace, très sournoise. On s'est beaucoup moqué de Ventura parce qu'il faisait des sortes de challenges et tout. Mais en fait, ça touche un public, ça banalise sa personnalité, ça le rend sympathique. Et ça, pour à la fois nous, historiens, mais aussi pour la classe politique qui n'est pas d'extrême droite, c'est un véritable défi. Et effectivement, c'est très bien de commémorer, mais il faut que ça puisse toucher la population, celle qui est moins en contact avec cette histoire, et lui permettre de comprendre le danger que constitue, à mes yeux, ce mouvement politique. J'espère avoir répondu à tes questions. Et donc, évidemment, le débat est ouvert. Et il y a un micro ici, si vous voulez. Il faut que vous parliez dans le micro pour que ça soit gardé pour la postérité. Et vous comprendrez que je vais avoir des problèmes avec mon député. Voilà. Une première question. Bonsoir. J'ai deux questions à vous poser. Oui, j'ai deux questions à vous poser. La première est, vous avez parlé de la dimension internationale du 25 avril. J'ai assisté à une conférence il y a 2-3 ans d'un prof portugais qui parlait d'un impact très important que la révolution a eu en Espagne, précisément parce que il a tiré les alarmes du régime en disant attention, si on est trop rigide, bon, finalement la révolution sociale, comme vous l'avez parlé, vous l'avez qualifiée, elle se tenait à quelques kilomètres de la frontière espagnole et les gens la voyaient presque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'effectivement il y a eu cet impact? Le deuxième question, c'est, vous avez effectivement parlé de la montée de l'extrême droite au Portugal, que moi je la comprends dans un contexte plutôt international. Je ne pense pas que le Portugal soit différent aux autres pays du monde. Je crois que la montée de l'extrême droite a beaucoup à voir avec ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est la maturité de la droite et de la gauche, et notamment du Parti socialiste et du Parti social-démocrate, qui est la droite, le centre-droite, disons, qui se sont mis à gouverner ensemble. Disons, l'un a appuyé l'autre et ils ont passé des accords précisément pour empêcher toute influence de l'extrême droite. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu et que d'autres l'ont vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce n'est pas le cas, par exemple, en Espagne, ou en tout cas pas au gouvernement, mais en tout cas dans les gouvernements régionaux, il y a des coalitions de droite, extrême droite, et ça risque bien d'être le cas ailleurs, y compris en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. On prend une question ou on prend plus général? Comme vous voulez. Ouais. Ok, je vais prendre celle-ci. Merci. Je vais commencer. Ouais. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que peut-être que la personne qui a fait cette conférence, c'est un historien espagnol, Sánchez Edvello, je ne sais pas, qui a publié déjà dans les années 90 un ouvrage sur l'influence de la Révolution portugaise en Espagne. Et effectivement, l'idée qu'il défend, c'est que les élites franquistes, Franco est âgé, il meurt le 20 novembre 1975. Juan Carlos, qui a une fin qui n'est pas digne de son début de règne, chapeaute une transition avec cette idée que Sánchez Edvello a, c'est que les élites franquistes ont vu ce qui s'est passé au Portugal. Si on ne met pas en place nous-mêmes une transition vers la démocratie, il va nous arriver ce qui arrive à Caetano et à tous les ministres qui, du jour au lendemain, ont tout perdu. Alors après, les situations sont différentes. Il n'y a pas de guerre civile au Portugal, il y a la question coloniale et tout. Mais donc, il y a cette idée que si on veut éviter de tout perdre, si on veut éviter d'être jugé, si on veut éviter de ne plus avoir aucune influence dans les institutions, il vaut mieux négocier avec l'opposition. Et l'opposition
espagnol a accepté, donc notamment le pacte de Moncloa. Et donc effectivement, ça, je suis assez. On voit notamment dans les archives portugaises, mais aussi dans les archives françaises, on voit que l'Espagne, une des craintes qu'ont pu avoir les capitaines du MFA, mais c'est comment va réagir l'Espagne. Parce que, si vous le savez sûrement, en 39 et en 40, il y a un pacte entre Salazar et Franco. Et cette idée très fortement ancrée chez Salazar et Franco qu'un changement de régime dans un des pays peut entraîner un changement de régime dans l'autre. Et dans les opérations dont ton livre, je crois que c'est indiqué, comme ça je peux le montrer, mais il y a une chose dans ce livre qu'il n'y a pas dans mon livre, donc achetez-le. C'est une infographie. Ah, mais est-ce que c'est dans le tien que j'ai vu? Voilà. Où vous voyez, il y a cette petite carte, et on voit en fait plusieurs régiments sont envoyés sur la frontière pour bloquer les frontières. Alors, je pense pas, il n'y avait pas assez de troupes pour empêcher une éventuelle invasion espagnole, mais il y a quand même cette crainte. Il faut jamais oublier que Franco, quand il était à l'armée, il a fait une sorte de thèse, c'est comment envahir le Portugal. Et que pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait cette crainte d'une invasion du Portugal par l'Espagne en sous-main ou avec. Donc il y avait cette crainte du côté portugais qui est une intervention qu'il n'y a pas vraiment eu. Mais encore une fois, ce que je disais un peu rapidement tout à l'heure, dans les années 80-90, il y a eu ce qu'on a appelé la transitologie. C'est-à-dire, avec Philippe Schmitter, avec Juan Lins, etc., c'était comment on passe d'une dictature à une démocratie. Et dans cette transitologie, le bon exemple, les bons élèves, ça va être les Espagnols, où les élites d'un régime autoritaire se mettent d'accord avec l'opposition démocratique pour démocratiquement, sans que ce qui se passe au Portugal, sans que la plèbe, sans que la masse, sans que la population intervienne, gâche un peu le jeu politique, mette de l'incertitude, exige des droits, etc. Et donc, c'était la bonne transition. Néanmoins, il y a des historiennes et des historiens, et notamment demain, Sophie Babi, qui a montré que c'était en grande partie un mythe, et que notamment la transition espagnole a été extrêmement violente. En nombre de morts, il y a eu des attentats, il y a eu des attentats de l'ETA, mais aussi des attentats de l'extrême droite. Et donc, on a souvent créé une sorte de mythe d'une transition pacifique en Espagne, où il y a eu plus de morts, en fait, qu'au Portugal, et une révolution au Portugal qui, du jour au lendemain, a tout changé, mais qui, au final, a été plus pacifique et a débouché, donc, sur une démocratie pluraliste, avec un État social, et tant l'Espagne et le Portugal sont rentrés en même temps dans l'Union européenne. Je crois voir... Ah, le bloc central. Alors là, c'est pas une question d'historien. Hein. Ce que vous me posez, c'est plus une... Mais, alors, quand vous parlez du bloc central, vous parlez de maintenant ? Il n'y a pas vraiment de bloc central maintenant. Il y a un gouvernement et les socialistes se sont abstenus pour que le gouvernement puisse gouverner. Oui, c'est ça. Oui, il y a un certain accord. Mais effectivement, vous dites qu'ils sont matures, alors mûrs, on peut avoir des divergences. Moi, ma divergence, c'est peut-être une vision de Français qui a connu un 21 avril 2002 et qui voit maintenant, se demande comment Marine Le Pen ne sera pas présidente dans quelques années, en fait. Où l'extrême droite ne cesse, et là, des élections européennes bientôt. Et je pense qu'en grande partie, tu me dis, après, tu pourras, si tu veux, amender, compléter ou être en total désaccord. J'ai l'impression que la classe politique portugaise, PSD et PS, n'est pas encore prête pour un personnage comme André Ventura, qui détruit tous les codes de la politique qui est au Portugal relativement éduqué, poli. C'est-à-dire qu'André Ventura est capable, le même jour ou dans la même heure, de dire une chose et son contraire. Je veux gouverner avec le PSD, la droite a gagné, et juste après, parce qu'on c'est pas le cas, dire justement le PSD et le PS sont en coalition, c'est le système qui s'allie contre nous, et alors qu'on représente 1 million de Portugais. Je pense que, et notamment, il y a un danger, notamment dans ce bloc central, c'est que ça va alimenter ce discours, qui est le discours de Chega, qui est contre les systèmes. Le slogan, c'était contre le grand nettoyage, en fait. Et ce bloc central, je suis pas sûr qu'il va durer très longtemps. Et je suis pas sûr que ce gouvernement dure 4 ans. Alors, c'est enregistré, s'il dure 4 ans, bravo. Je parle à Luis Montenegro dans 4 ans, bravo, hein, parce que c'est vraiment pas facile. Mais j'ai vraiment des doutes. Et parce que, une des craintes, notamment du Parti socialiste, va être celui-ci, en fait. C'est-à-dire que si ils deviennent l'aide du PSD, ça risque d'alimenter ce discours
populiste de Chega, qui est le système qui se protège. PS, PSD. Une des dernières affiches à Lisbonne, au Portugal, ils aiment les grandes affiches énormes, Alameda, Marquês de Pombal. Et une des dernières affiches de Ventura, c'est ils gouvernent depuis 50 ans, donnez-moi une chance. Et donc, le risque du bloc central, c'est celui-ci, en fait. C'est-à-dire que. Mais je dis pas que j'ai une solution, hein, parce que c'est même pas mon rôle, d'une part. Mais je suis pas sûr que le bloc central, là, effectivement, ils les ont laissés gouverner. Je pense qu'ils vont les laisser gouverner un temps pour montrer que c'est un échec, pour se reconstituer leur force, parce que le Parti socialiste a quand même vécu une chose qu'ils n'attendaient pas il y a 4 mois. Hein. Ils pensaient qu'ils allaient tranquillement au pouvoir encore pendant 2 ans, et que ce gouvernement a un peu, à mon avis, une durée de vie très limitée. Mais peut-être que tu veux... Oui, non, juste pour rebondir, effectivement, moi aussi, je suis très, très réservé sur cette idée de la forme de maturité ou du bloc central. Parce que d'abord, le bloc central au Portugal, je dirais, c'est presque un fantasme. C'est quelque chose qui renvoie à une réalité sans consistance. Je veux dire par là, le bloc central au Portugal, c'était autant des gouvernements très minoritaires et avant l'apparition du fait majoritaire, qui en gros se cristallise au milieu des années 1980. Et le bloc central, ça a été une expérience relativement courte qui va de 1983 à 1985. Certes, avec comme point d'orgue la signature du traité d'adhésion, c'est le dernier acte public du Premier ministre de l'époque, qui était à la tête du bloc central, Mário Soares, qui signe le 12 juin 1985 le traité d'adhésion, et le lendemain qui démissionne puisqu'il avait été mis en minorité. Mais le bloc central de l'époque, c'est une réponse assez peu, sans grand avenir et sans grande consistance, à une crise politique récurrente depuis des années et des années, issue à la fois du problème de ce qu'on a appelé la phase dite de la consolidation de la démocratie, c'est-à-dire que, ce que tu as rappelé, cette volonté finalement de détricoter un certain nombre d'avancées majeures du processus révolutionnaire et plaçant, non pas Chega ou un parti de ce type qui n'existait pas, bien évidemment, mais plaçant le Parti communiste à l'époque dans un rôle d'antisystème, qui incarne l'antisystème contre justement ce duopole qui s'est en train de apparaître. L'Alliance démocratique de 1979-1980, c'est une réponse justement à cette crise, avec même une tentation du PSD d'attirer dans ses filets le PS à l'époque. Et c'est allé assez loin, la réflexion pour que cette alliance démocratique soit finalement la plus large possible. Et donc le Parti communiste, qui avait une force politique sans rapport avec ce qu'elle est devenue ces derniers mois, ces dernières années, a joué ce rôle d'antisystème. Donc il s'agissait à tout prix de trouver un mode de gouvernance qui mette à l'écart celui qui était considéré encore comme le Parti communiste, comme l'ennemi ou celui qui avait failli prendre le pouvoir en 1975. Et donc ce fantasme du bloc central, il revient très souvent au sein des élites politiques portugaises comme une espèce de réponse consensuelle à une crise politique, parce qu'on est face quand même à une crise assez importante au Portugal aujourd'hui. Donc, moi, je m'interroge beaucoup sur la pertinence, et je reviens à ce que tu disais, ça renvoie aussi à ces questions de code, qui sont très importants. Et moi, il me semble que faire référence au bloc central actuellement, c'est pas la bonne idée, si je peux me permettre, parce que effectivement, ça va alimenter, mais très fortement, la machine Chega, la turbine Chega, qui est partie plein pot ces dernières semaines, ces derniers jours, pour dire, mais voilà, c'est l'incarnation du duopole. Qu'est-ce qu'il a dit, Chega, Ventura, le soir de ce que tu as rappelé? Il a dit une chose, c'est la fin du bipartisme au Portugal. C'est-à-dire, en gros, ce système qui fait que depuis le milieu des années 1980, c'est l'alternance, le ping-pong entre PS, PSD, c'est fini grâce à nous. Et donc, dire, d'une certaine manière, la voie de sortie, ou pour préserver l'équilibre, la fameuse sacro-sainte stabilité, la mettre en exergue, la stabilité, c'est de dire, la seule solution, c'est de promouvoir une alliance de fait, par défaut, c'est-à-dire de cornériser le Parti socialiste, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est de le mettre dans une situation telle que c'est au Parti socialiste de provoquer la crise. Et de dire finalement que Chega, et quand on regarde, moi je m'excuse, là on s'écarte vraiment du sujet, mais les dernières déclarations qui ont eu lieu de l'ancien Premier ministre, ancien chef du PSD, ces dernières heures, là c'était hier ou avant-hier, c'était hier, tendant la main une nouvelle fois à une alliance possible avec Chega, voyez bien l'enjeu, quoi, la situation. Et donc, ce retour
cette récurrence du thème du bloc central, pour moi, c'est quelque chose d'assez problématique. Parce que je vous dis, ça va alimenter cette machine. Et puis, c'est aussi peut-être, je ne sais pas, mais je vais tenter le terme, mais c'est un de ces héritages aussi de la très longue durée d'un système politique qui n'a pas complètement échappé ou s'est pas complètement débarrassé des oripeaux de l'Estado Novo et du salazarisme. Je veux dire par là qu'il y a dans cette tentation du consensus des choses qui ne font pas vague, des choses qui ne posent pas de problème, des choses qui ne doivent pas renvoyer à de l'idéologie. C'est quelque chose, ça, d'essence, qui renvoie à un temps très long de l'histoire politique portugaise. Voilà. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je voulais insister là-dessus, et c'est peut-être cette dimension des héritages que tu évoquais tout à l'heure, qu'on voit réapparaître, et dans une situation, et je dis, pour les partis politiques, c'est une victoire très courte, faut-il le rappeler. Parce que ça a beaucoup été rappelé, une victoire. Oui, enfin, c'est une victoire par défaut, une victoire avec 2 sièges ou 3 d'écart, je ne sais plus au final. C'est très faible comme différentiel. Et donc, on est dans une situation de nouveau et c'est bien là-dessus que Chega veut capitaliser, d'une troisième force qui veut faire le jeu et dicter l'agenda politique. Et ça, au Portugal, c'est quelque chose de neuf depuis les années 80. Et au moment du bloc central, il y avait encore le parti du général Yanesh qui jouait ce rôle un peu central, justement, transparti, ou je sais plus comment on disait à l'époque, le parti, c'était le PRD à l'époque, hein, qu'on appelait le parti du général Yanesh, qui jouait ce rôle de troisième force et qui était autour de 15% pour les souvenirs que j'en ai. Donc, vous voyez, comparaison n'est pas raison. Hein. Et à mon sens, il y a là quelque chose d'assez pernicieux. Bonsoir. J'aurais 2 questions. Si j'avais un peu plus de temps, même un peu plus que 2, mais bon, je vais me limiter à 2. La première question, c'est le titre de votre ouvrage, c'est Le peuple qui commande. Ce titre, il m'a interrogé puisque, en fait, c'est des militaires qui sont à l'origine de cette révolution des œillets. Donc, comment vous articulez ce titre avec le rôle des militaires, en tout cas dans les premiers jours et dans les mois qui suivent? Et une deuxième question sur vous avez beaucoup insisté sur la perception de la révolution des œillets à l'étranger. Les États-Unis, comment réagissent-ils, puisque on est dans une période de guerre froide? Le Portugal est un des membres fondateurs de l'OTAN. Donc, est-ce qu'il y a une inquiétude des États-Unis? Que font-ils? Comment regardent-ils cette révolution des œillets dans les premiers mois? Y a-t-il de l'inquiétude? Voilà mes 2 questions. Ah oui, petite remarque à la fin, vous avez semblé dire que c'était une spécificité portugaise au niveau de la politique de ne pas dire son contraire et je crois que malheureusement c'est pas le cas ici. Merci. Oui, je vous l'accorde. Donc la première question, c'est le peuple qui commande. Bon, je pense que ici dans cette salle tout le monde aura un peu compris le clin d'œil. C'est une référence à la chanson Golando da Vila Morena et au pauvre que mais Jordan. Donc vous avez, attends, j'ai fait publicité pour ton livre. Les paroles en français à la fin de ton ouvrage, pas dans le mien, en bilingue. Donc voilà. Et alors il y a 2 raisons. D'une part, parce que j'aime beaucoup cette chanson et que je vais pas la chanter parce que je chante mal. Ah, si vous voulez la chanter, oui, tout à fait. Je vous y encourage, mais moi, je ne vais pas la changer, et c'est pour votre bien. Donc, parce qu'en plus, cette chanson, elle a été enregistrée, comme vous le savez peut-être, en France, au château d'Hérouville. Donc, je trouvais ça intéressant, ce clin d'œil. Une chanson si connue au Portugal et dans le monde, enregistrée en France. Et donc, des graviers qui viennent du vaccin, moi-même étant né pas très loin. Donc, il y avait un peu de ça. Mais d'autre part, ça envoie une chose, j'ai pas vraiment rebondi sur ça tout à l'heure quand tu me l'as demandé, Yves, mais un des objectifs de mon ouvrage est aussi une certaine insatisfaction avec la littérature au Portugal sur la Révolution qui est assez segmentée. Vous avez des bouquins d'histoire politique. Le PS versus le PC, Suarez versus Cunha. Vous avez des livres sur les militaires. Et notamment la dissension des 3 courants du MFA à l'été 75. Vous avez des livres sur l'histoire culturelle. Vous avez des livres sur l'histoire économique. Vous avez des livres, alors un peu moins à mon goût, sur l'histoire sociale, surtout les années 70-80. Mais au final, il y a assez peu de livres, et tu me diras si je me trompe, qui essayent de faire une synthèse de tout ça et de le comprendre dans le même mouvement. Parce qu'il n'y avait pas d'un côté les artistes, d'un côté les ouvriers, de l'autre côté les pêcheurs, etc. C'est un même moment révolutionnaire. Donc,
c'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est le peuple qui commande, avoir une vision un peu d'histoire sociale. C'est-à-dire, dernièrement, il y a un ouvrage qui doit être à la bibliothèque et qui a fait grand bruit au Portugal, plusieurs polémiques, mais pas vraiment sur ça, qui est et un bouquin qui doit être le bouquin qui s'est le plus vendu en histoire ces dernières années, au-delà des tiens. Mais c'est ce que j'espère. Mais c'est l'histoire du Portugal dirigée par Rui Ramos, qui a surtout fait polémique autour de l'État nouveau, mais pas du tout autour de la Révolution des œillets, et qui est une histoire et qui est défendue comme telle, et c'est très, très bien dans le sens que c'est défendu comme telle, mais qui est une histoire de haut en bas, en fait. Et grosso modo, Rui Ramos dit que ce qui compte dans la dynamique révolutionnaire, c'est les tensions entre les partis politiques et les militaires. Et que ce qui s'est passé dans les rues, dans les champs, dans les villages, ça compte quasiment pas, en fait. Donc c'est un peu une réaction, entre guillemets, contre ce type d'histoire, mais qu'on retrouve de façon moins claire dans d'autres ouvrages. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a d'autres ouvrages qui se disent des histoires sociales, mais qui ne sont pas vraiment des histoires sociales. C'est souvent des histoires des élites politiques, ou des élites d'extrême gauche notamment, ou des partis d'extrême gauche. Mais donc moi, ce que j'ai voulu faire, donc c'est à la fois un clin d'œil par rapport à ce titre, mais essayer de faire une histoire un peu totale, mais en ayant toujours ce regard d'en bas. Et ça, c'est, comment dire, souvent, les historiens, on sait très bien qu'on a un regard très subjectif. Et que moi, le regard que j'ai sur le Portugal, il y a quelques passages sur l'immigration, l'influence de l'immigration au Portugal, qu'on retrouve assez peu, je crois, dans d'autres ouvrages, parce que je pense que cette révolution, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas les bouleversements de la société portugaise dans les années 70, qui sont à la fois 1,4 million de Portugais qui s'en vont, mais qui ont une influence au Portugal avec les idées qu'ils amènent directement, indirectement, mais aussi une urbanisation, un exode rural, une industrialisation extrêmement rapide. Et donc, on ne peut pas comprendre la révolution sans saisir cela. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'introduire cette histoire sociale. Ensuite, sur les États-Unis, effectivement, vous vous doutez bien qu'en mai 1974, quand un certain Henry Kissinger, qui est mort il n'y a pas longtemps, a vu des communistes arriver dans un gouvernement d'un pays d'Europe occidentale, il a un peu tiqué. C'est la première fois depuis 1947 que des communistes étaient au gouvernement. Donc certes, et notamment c'est Mario Suarez qui l'a répété à plusieurs reprises, il a dit qu'il fallait que les communistes rentrent au pouvoir parce qu'en 1974, on est en pleine crise économique. L'inflation atteint les 20%. Le chômage augmentait déjà. En plus, dans une période révolutionnaire, on se doutait que ça allait tanguer un peu. Et donc Suarez dit il faut que le Parti communiste rentre au gouvernement, donc notamment Cunhal va devenir ministre sans portefeuille, mais qu'il faut mieux qu'il rentre plutôt qu'il soit dans l'opposition et qu'il puisse capitaliser sur l'évidente et insatisfaction qu'une partie de la population va avoir. Donc, c'est censé rassurer Kissinger, qui n'est pas vraiment rassuré, parce que notamment en octobre 1974, quand Costa Gomes est devenu président de la République et Suarez vont aux États-Unis, notamment à New York d'abord pour l'ONU et puis à Washington, Kissinger a ce célèbre vous êtes le Kerensky portugais. C'est-à-dire Kerensky, c'était celui qui était au pouvoir avant Lénine. Exactement. Donc, grosso modo, vous êtes naïf. Et effectivement, c'est ce qu'on a reproché, c'est ce qu'on a aimé chez Suarez, c'est sa bonhomie. Vous êtes naïf. Et Cunhal, qui est présenté comme le Staline portugais, le regard acéré et prêt à sortir le couteau, va vous manger tout cru. Et ça, c'est ce que pensait Kissinger pendant plusieurs mois. Et Kissinger, notamment, va développer, je pense que demain, lors du colloque, on va beaucoup en parler, développer la théorie du vaccin. C'est-à-dire, au Portugal, a priori, ce qu'il dit, c'est que le Parti communiste, certes, mais surtout ces militaires dont on ne connaissait strictement rien auparavant, et notamment Vaz Gonçalves, qui va incarner pour beaucoup ce militaire qui est très proche du Parti communiste. Alors, soit est-ce qu'il était depuis longtemps, ou est-ce qu'il s'est radicalisé ce qui, à un moment, Kissinger parle de ces marxistes autodidactes, pour parler du MFA. C'est-à-dire ces gens qui, tout d'un coup, parlent une sorte de marxisme plus ou moins contrôlé, plus ou moins cohérent. Et donc, pour Kissinger, le MFA, aidé par le PCP, mais surtout le MFA, va prendre le pouvoir, va faire une sorte de dictature militaire de gauche. Et à l'époque, maintenant, c'est des références qu'on oublie, mais Cunhal, notamment, il ne pense pas vraiment à l'URSS, il pense au Pérou, où vous avez des militaires de gauche, populistes, qui sont au pouvoir. C'est plutôt à ça qu'il pense, c'est pas vraiment
à l'Europe de l'Est. Et donc Kissinger, cette théorie du vaccin, c'est OK, ils vont prendre le pouvoir, Suarez ne va pas du tout résister, et en fait, c'est pas si mal. Pourquoi ? Parce que la grande préoccupation, certes le Portugal c'est important, certes les Açores c'est très important, mais a priori ils les auraient conservés, mais on a une époque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'union de la gauche en France. Et Mitterrand, il n'a pas perdu de beaucoup en 1974. En Italie, il y a ce qu'on appelle le compromis historique. Ce compromis, cet accord éventuel entre le Parti communiste italien, qui est très puissant en Italie, et la démocratie chrétienne. Et la grande crainte de Kissinger, c'est que la France et ou l'Italie, les communistes arrivent au pouvoir en coalition, et pour lui, c'est la fin de l'OTAN, et c'est la fin de la présence américaine en Europe occidentale. Et donc pour lui, dans ce calcul plus large, qui est celui de Kissinger, dans un cadre, comme vous dites, de la guerre froide, si le Portugal, il y a une dictature militaire de gauche appuyée par le Parti communiste, qui débouche sur une guerre civile et un bain de sang, à la limite, c'est un vaccin pour les Français et les Italiens. Néanmoins, je ne vais pas vous divulgacher, comme on dit au Québec, ou spoiler, comme on dit en France. Le livre, il n'y a pas eu de guerre civile au Portugal. Mais on y a été relativement proche, notamment l'été chaud. Et, alors, ce n'est pas à cause de lui, hein, mais début 75, arrive à Lisbonne le nouvel ambassadeur, Franck Carlucci, qui, pour le dire en un mot, n'est pas un enfant de cœur, qui a été au Congo au moment de l'assassinat de Lumumba. Je ne dis pas que c'est lui qui a tué Lumumba, mais qui a été à Zanzibar, qui a été au Brésil sous la dictature, qui ensuite va devenir directeur adjoint de la CIA, et qui arrive aux États-Unis, qui arrive au Portugal, et qui très vite fait le tour de la situation, et qui lui va comprendre que Suarez n'est pas si naïf que cela, que tout le MFA n'est pas derrière Vache-Conserve, et que grosso modo, les modérés peuvent conserver le pouvoir. Et qu'on peut et on doit éviter au Portugal, d'une part, une solution qui a priori n'a pas vraiment été envisagée, mais qui est une solution à la chilienne, trouver, aider l'extrême droite, organiser un coup d'État et mettre une dictature d'extrême droite. C'est pas vraiment envisagé parce que le Portugal, c'est pas le Chili, c'est pas l'Amérique latine, et les Britanniques et l'Allemagne de l'Ouest ne veulent pas vraiment qu'on fasse ça en Europe occidentale, à quelques kilomètres de Francfort, de Berlin et de Paris. Donc, c'est pas vraiment des... Vous pouvez faire ça en Amérique latine si vous voulez, au Nicaragua, mais au Portugal, non. Et donc, Carlucci va très vite comprendre qu'en appuyant les modérés, PS et ce qu'on va appeler plus tard le groupe des Neuf, il y a des moyens de maintenir le Portugal, d'une part dans le camp occidental, mais d'éviter que ça soit une sorte de cas un peu étrange d'un pays qui est à l'ouest, mais qui est dans l'OTAN, exactement, une sorte de Yougoslavie. Bon. Et au final, il va réussir à convaincre Kissinger qui plus tard dira que pour une fois, comme si c'était la seule, il s'était trompé, et que c'était Carlucci qui avait eu raison de suivre cette politique. Mais donc, pour répondre en un mot, effectivement, ça a fait peur, et notamment, encore une fois, pour un élément important, qui sont les bases des Açores, qui sont extrêmement importantes pour les États-Unis. Et d'ailleurs, ça s'était révélé encore une fois en 1973, pendant la guerre du Kippour. Mais donc, à la limite, les Açores, les États-Unis auraient trouvé un moyen de les garder sous leur aile. Mais exactement, oui, avec le FLA, le Front de Libération des Açores, etc. Et donc, ça a été une inquiétude assez importante dans les États-Unis. Et le pendant, en fait, qui est peut-être moins connu, c'est la situation de l'Union soviétique. Est-ce que, tout à l'heure, tu le disais, hein, notamment, c'est beaucoup Mario Suarez qui a beaucoup répété que le Parti communiste a essayé de prendre le pouvoir. Il faudrait nuancer cela, parce que, a priori, l'Union soviétique avait en aucun cas besoin d'avoir le Portugal de son côté, parce que ça remettait complètement en cause la division bien comprise et bien acceptée par tout le monde entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Si un régime communiste s'installait au Portugal, ça donnerait une sorte de légitimité pour les États-Unis de commencer, de retourner ou d'avoir une plus grande influence en Europe de l'Est. Et surtout, la grande préoccupation de l'URSS vis-à-vis du Portugal, c'est pas vraiment le Portugal, c'est très beau, etc. Mais bon, c'est l'Angola, c'est le Mozambique. Et bon, il y a une autre histoire qu'on n'a pas le temps d'expliciter ici, mais c'était surtout là où sont les intérêts de l'URSS en 75-76, et pas vraiment de prendre le pouvoir au Portugal et d'avoir une nouvelle Cuba dont il faut acheter de chêne-liège extrêmement cher et leur vendre des produits. Je pense qu'il va mieux arrêter parce que si on veut vendre des livres, ça sera... Voilà. Désolée, c'est très intéressant. C'est comme dans le livre, en fait. Le capitalisme, à la fin, il gagne.
Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait les applaudir. Merci.